Bonsoir à toutes et à tous, il est 17h et vous êtes en direct sur votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Alors comme tous les jours, autour de la table, il y a Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Ouh, c'est un peu fort tout ça. Et nous recevons aussi... Et oui, nous recevons Camille Lasblay. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi, autour de la table avec nous... la première chronique de Charlie. Bonsoir. Alors du coup, avant de parler de Camille et du voyage au Pérou que tu vas faire le 10 mars, c'est ça tu pars? Oui, c'est ça. En gros, c'est un voyage pour la réhabilitation des primates. Pour s'occuper des singes qui sont menacés en Amérique du Sud. Trop bien, super. On se tourne maintenant vers Camille. Rebonjour. Rebonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce parcours et surtout de tes rêves ou ton envie? Qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie, tout ça? Est-ce que tu peux nous dresser un tableau assez rapidement, global? Alors j'ai commencé par une licence de biologie et ensuite j'ai fait un master sur la conservation des primates en Angleterre. Donc ça c'était vraiment très spécifique à ce que je voulais faire. Et là, donc mardi prochain, je pars au Pérou pour travailler concrètement avec les singes dans la jungle. Trop bien. Et tu as déjà fait un voyage en Bolivie? C'est ça. Alors c'était l'été dernier, c'était dans le cadre de mon master justement. C'était mon stage de fin d'études. J'ai fait de la recherche sur un groupe de capucins qui était dans un centre de réhabilitation en Bolivie. Donc les centres de réhabilitation, ce sont des centres qui récupèrent des animaux qui sont issus du trafic illégal d'animaux sauvages et ensuite qui les réhabilitent, donc c'est-à-dire qu'il leur apprend ou réapprend à survivre dans la nature pour pouvoir les relâcher quand c'est possible. Ces centres aussi essayent de sensibiliser les populations locales à toutes ces causes-là. Il y a certains centres aussi qui ont des projets de reboisement ou de protection de l'habitat naturel des animaux qu'ils essayent de sauver. Comme ICAMA Pérou, donc c'est le centre dans lequel je vais aller au Pérou mardi. Ils ont un projet de reboisement en parallèle. Et donc en Bolivie, je suis allée dans le centre qui s'appelle Onca Wildlife Rescue, qui s'occupe de singes capucins que vous avez sûrement malheureusement déjà vus dans des films comme Pirates des Caraïbes ou Une nuit au musée, des choses comme ça. Ils sont beaucoup représentés dans les films malheureusement, parce qu'ils sont beaucoup gardés en tant qu'animaux de compagnie. Et c'est un gros problème. Alors que les primates font des très mauvais animaux de compagnie, ce sont des animaux sauvages, donc pas du tout domestiques. C'est pas du tout adapté à une vie avec les humains. La plupart des espèces de primates sont très sociales, ils ont besoin d'interaction avec d'autres individus de la même espèce. Beaucoup d'espèces de primates sont aussi arboricoles, donc ils vivent dans les arbres. Et quand ils s'approchent de la maturité sexuelle, ils peuvent devenir agressifs parfois. Donc c'est vraiment une très mauvaise idée, autant pour l'animal que pour le propriétaire. Et donc, en Bolivie, j'ai étudié le comportement d'un groupe de capucins pour savoir s'ils étaient prêts à être relâchés dans la nature. Et donc, les résultats sont assez encourageants. Et il faut continuer d'observer les comportements pour... en fait, il faut faire ça tout au long de la réhabilitation pour savoir si la réhabilitation est fructueuse et efficace, pour savoir si les animaux sont prêts à être relâchés. Et même une fois relâchés, faut essayer de vraiment les continuer à les suivre et les observer pour voir si le relâché a été un succès ou pas. Okay, donc les primates, c'est ta passion. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours universitaire? Moi, ça m'intéresse de savoir en fait qu'est-ce qu'on apprend en quelque sorte pour après aller aider du coup à la réhabilitation. Alors, donc pendant ma licence de biologie, j'ai d'abord fait la première année à Tours. Et ensuite, je suis partie faire les 2 autres années à Rennes, parce que c'était plus orienté au niveau de l'écologie et de l'environnement. Et c'était plus ça que je voulais faire, du coup. Et là, on apprenait beaucoup de choses sur la faune locale, donc la faune européenne, etc. Donc, c'était pas exactement ça que je voulais faire. Du coup, pendant les grandes vacances, pendant l'été, j'ai fait des stages en parc animalier pour pouvoir travailler avec des espèces exotiques et avoir déjà un peu d'expérience avec les animaux. Donc j'ai fait mon premier stage, c'était à côté de Rennes dans un parc animalier avec des animaux plus ou moins domestiques. Donc il y avait des chèvres, des moutons, des dromadaires, etc. Ensuite, ça s'appelait le Diverty Park. Ensuite, j'ai fait un stage au bioparc de Douai-la-Fontaine, donc qui est près de Saumur, qui est dans la région. Donc là, j'ai pu travailler essentiellement au secteur primates. Donc là, j'ai beaucoup appris sur les primates et sur la façon de
de s'en occuper, en fait, leur régime alimentaire, leurs besoins, etc. Donc c'était très intéressant. Tu peux nous parler un petit peu de ça, du coup ? En fait, ça dépend vraiment des espèces, parce que les primates, c'est un énorme groupe de mammifères qui regroupe un peu plus de 500 espèces. Donc il y a vraiment de tout, c'est très varié. La plupart des espèces de primates sont très sociales, donc elles vivent en groupe. C'est souvent regroupé autour d'un mâle dominant, et après il y a une hiérarchie. C'est pour ça d'ailleurs que les primates, quand ils arrivent proches de la maturité sexuelle, ils peuvent devenir agressifs, puisqu'ils essaient de prendre la dominance. Et donc quand ils sont gardés en tant qu'animaux de compagnie, la seule personne qui est disponible, c'est le propriétaire, donc ils vont essayer de prendre la dominance sur le propriétaire, ce qui est une mauvaise idée, puisque ça peut être très dangereux. Et sinon, ils ont des régimes alimentaires très variés en fonction des espèces. Il y en a qui sont essentiellement végétariens. Ils peuvent se nourrir de feuilles, de plantes, de fruits, de graines, beaucoup d'insectes aussi. Il y en a certains qui mangent un peu de viande, mais c'est essentiellement des opportunistes quand ils mangent de la viande. Donc, c'est-à-dire si y a un animal qui passe dans leur territoire et qu'ils peuvent l'attraper, eh bien, ils vont manger de la viande à ce moment-là. Mais voilà, c'est très varié. Et ensuite, j'ai fait un stage dans un refuge pour primates en Picardie, étonnamment. Ça s'appelle le Jardin Exotique. Et ils récupèrent des primates qui sont gardés en tant qu'animaux de compagnie en France, puisque malheureusement, c'est aussi le cas en France, aux États-Unis aussi beaucoup, en Angleterre aussi, dans le monde entier, en fait, pas que dans les pays d'origine des primates. Et donc, ils récupèrent ces animaux-là en partenariat avec la police et des associations telles que 30 millions d'amis et la SPA, etc. Et ensuite, ils essayent de leur donner des conditions mieux adaptées, comme dans un genre de zoo, en fait. Ils récupèrent aussi des animaux qui viennent de centres de primatologie, donc des laboratoires, par exemple, où ils sont observés pour étudier leur comportement, etc. Et donc à la fin des expériences, quand les laboratoires n'ont plus besoin des individus, ils peuvent les envoyer dans ce refuge-là pour qu'ils aient une retraite un peu plus cool, quoi. Donc voilà, j'avais déjà fait 3 stages de soigneur animalier avant de partir pour mon master. Et toute cette expérience-là, ça m'a beaucoup aidée à être prise dans le master que je voulais faire. Et ouais, voilà. Moi, la question que je me pose en entendant tout ça, c'est que la passion pour les singes, elle est venue après coup. Mais c'est qu'il y avait de base une passion pour les animaux et pour la nature ou Alors, oui, depuis petite, j'aime beaucoup les animaux. Par exemple, chez ma mère, on a 6 chats et 2 chiens. Donc, ah oui. Voilà. Et ouais, quand j'étais petite, déjà mes parents, ils m'emmenaient assez souvent au zoo. Donc ça a développé un peu une passion pour les animaux. Après, mon père, il aimait bien aussi m'emmener dans le jardin, aller voir les fourmis, tout ça. Donc c'était pas que les lions et les gros animaux qui sont souvent charismatiques, c'est un peu tous les animaux. Et puis ensuite, je savais pas exactement quel métier je voulais faire. Je savais que je voulais travailler avec les animaux, mais il y a tellement de choix en fait. Au début, je voulais être soigneur animalier et ensuite, j'ai rencontré une dame qui travaille au centre de conservation pour chimpanzés. Donc, c'est un centre de réhabilitation qui se trouve en Guinée, en Afrique. Et donc, ils essayent de récupérer des chimpanzés pour les réhabiliter dans le but de les relâcher. C'est un processus qui est très long, ça peut prendre plusieurs années, voire des dizaines d'années, c'est très compliqué. Mais ils ont déjà réussi à relâcher certains groupes de chimpanzés et c'est plutôt un succès, donc ça c'est vraiment génial. Et donc quand j'ai rencontré cette dame, elle m'a parlé de son métier et des chimpanzés. Et je connaissais pas du tout ce métier en fait, ça m'a vraiment fait découvrir ce métier-là et je suis tombée amoureuse de ce métier. Je me suis dit c'est ça que je veux faire quoi. Et à la base c'était avec les chimpanzés et ensuite j'ai découvert les autres espèces de primates et ça s'est un peu étendu à tout l'ordre de primates. C'est super cool. Donc finalement on peut créer une passion assez simplement. Faut encourager. Faut encourager justement les jeunes peut-être à sortir aussi plus. Oui, complètement. Ouais, en fait, ça peut se jouer à une rencontre, quoi. Il suffit d'une rencontre et là, c'est le déclic et puis voilà, quoi. C'est juste que j'ai eu la chance que ça se passe assez tôt parce que ça, c'était il y a 7-8 ans. Donc ça fait assez longtemps que je sais ce que je veux faire et j'ai pu mettre en place des choses pour aller vers ce domaine-là, quoi. Mais ouais, il suffit d'un rien, en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien partager
mon expérience parce que moi je connaissais pas ce métier avant qu'on m'en parle, donc si je peux faire découvrir ce métier-là à d'autres gens et donner envie à d'autres gens de faire le même métier, que ce soit avec les primates ou avec n'importe quelle autre espèce d'animaux, bah c'est génial quoi. Surtout que des centres de réhabilitation, il y en a partout, il y en a même en France, les centres de soins de la faune locale, la LPO par exemple, c'est la Ligue protectrice pour les oiseaux. Il y en a plein partout en fait, parce qu'il y a de la vie sauvage partout, que ce soit les hérissons ou les renards ou les lions, il y en a partout et il faut la protéger quoi. Alors tu as parlé un peu des animaux il y a des gens qui prennent des primates et qui du coup les prennent chez eux, tout ça. Quelles sont les autres causes qui font que des primates se retrouvent en centre de réhabilitation, déforestation, enfin je sais pas, des trucs. Ouais, alors c'est essentiellement donc que les primates sont gardés en tant qu'animaux de compagnie. Après il y a aussi la destruction de leur habitat naturel, notamment à cause de la déforestation. Surtout pour la plantation de palmiers à huile pour la production de l'huile de palme ou pour l'agriculture aussi. Donc en fait, vous pouvez aider les animaux sauvages et les primates, même de chez vous, en fait, en réduisant votre consommation d'huile de palme et de viande. Il suffit de vérifier les ingrédients. Bon, c'est un peu partout, l'huile de palme, c'est un peu la galère, mais en général, c'est marqué dans les ingrédients. Quand il y a elle a plusieurs noms dans les ingrédients, mais en général, il y a les 4 lettres palme, donc PALM, et on peut l'éviter comme ça. Donc la destruction de leur habitat naturel, et sinon il y a aussi la chasse et le braconnage, parce que les primates sont beaucoup chassés pour être mangés en fait, puisque les populations locales sont assez pauvres. Les populations locales sont très pauvres et du coup c'est souvent la seule nourriture qu'ils ont à disposition. Ou alors ils tuent les primates pour ensuite les vendre sur le marché et se faire des sous pour acheter de la nourriture ensuite. Donc très généralement, ce qui se passe, c'est que les adultes sont tués pour être mangés et les bébés sont gardés en tant qu'animaux de compagnie. Ok. Et donc en plus, les singes, des fois, singes, primates. Alors en fait, les primates, dans les primates, il y a les singes et il y a aussi en gros Il y a les hommes. Voilà, ouais, on est des primates aussi. Mais en gros, il y a 3 groupes. Il y a les lémuriens qui, eux, ont une truffe. Et ensuite, il y a les singes qui ont un nez. Les grands singes aussi. Donc ça, c'est le 3e groupe, ce sont nos plus proches cousins en fait. Donc c'est gorille, orang-outan, bonobo, chimpanzé et gibbon. Voilà. Ok. Et en Bolivie, c'était quoi les singes, les primates qu'il y avait, pardon. Alors en Bolivie, ouais, c'est que des singes parce que c'est... Non mais c'est assez compliqué. Il y a plus de 500 espèces, donc vraiment c'est compliqué. La plupart des lémuriens, ils sont à Madagascar. Parce qu'en fait, quand je dis lémurien, c'est simplifié. Le nom scientifique, c'est strepsirrhinien, mais là, c'est un peu trop compliqué. Oui, je connais. Oui, j'aurais dû dire ça tout de suite. Évidemment. Et du coup, en Bolivie, c'est que des singes. Parce qu'en fait, en Amérique latine, il y a que des singes. Ça s'appelle les singes du Nouveau Monde, avec Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Donc, c'est le Nouveau Monde. Et là-bas, donc il y a que des singes. Et dans le centre où j'étais, c'était des capucins et des singes attelles, donc qui s'occupaient. Ils s'occupaient aussi de saimiri parfois. Donc les saimiri, c'est des petits singes. Vous les voyez souvent dans les zoos. C'est des petits singes jaunes et gris. Ils sont tout petits, ils ont une très longue queue. Ils vivent en groupe, de très grands groupes. Ça peut aller jusqu'à 300 individus dans le même groupe. Et ils sont beaucoup dans les zoos et tout. Ça t'a fait quoi d'aller là-bas et un peu de... Comment ils vivent là-bas? Comment ça se passe dans le centre, tout ça? Alors c'était complètement fou, puisque c'était mon rêve depuis 7 ans de partir dans la jungle, travailler avec les singes. Et alors déjà, ça m'a mis dans le bain tout de suite, parce que quand j'ai atterri dans la petite ville proche du centre, en fait l'aéroport, il était tout petit et il était vraiment au milieu de la jungle, en fait, c'était très bizarre. Et ensuite, le centre, il était accessible que par bateau, parce qu'il était placé dans la jungle à côté d'une berge en fait. Et puis c'était génial. On vivait au milieu de la jungle, le camp était dans la jungle. On avait des dortoirs qui étaient faits en bambou et le toit c'était des feuilles séchées quoi. Et on avait une migale dans le dortoir, c'était la voisine. Et oui, c'est chaud ça quand même. Parce que... en fait on dort tous avec une moustiquaire. Donc c'est très important parce qu'il y a des bêtes partout, en fait, on est dans la jungle. Mais sinon, la migale, ça va parce que son emploi du temps, il est décalé avec le nôtre. Elle sort la nuit pour chasser et puis la journée, elle dort. Donc en fait, elle est jamais avec nous dans le dortoir. Mais il y a des animaux partout. Autour du camp, il y avait des pumas, des jaguars,
Parce que le centre où j'étais aussi, il réhabilite aussi des félins, donc notamment jaguars, oslo et margailles. Les oslo et margailles, c'est des félins un peu plus petits que les jaguars. Et donc, ouais, c'était vraiment différent de la vie en France, quoi. Le confort est pas le même. Je dormais sur un matelas en paille, par exemple. Mais c'était tellement cool, en fait, de voir la jungle dès qu'on se réveille et de s'endormir avec les bruits de la jungle et tout. Qui est resté combien de temps? Je suis restée à peu près 3 mois là-bas. D'accord. Oui, c'est beaucoup déjà. Bah ouais, parce que, en fait, je suis allée directement dans un centre où c'était très rudimentaire. Il n'y avait pas de réseau téléphonique, pas de connexion Internet. Il n'y avait pas d'électricité. Il y avait environ 2 heures d'électricité par jour avec des panneaux solaires. Donc, il fallait avoir une lampe torche ou une lampe frontale si on voulait aller aux toilettes pendant la nuit, quoi. Mais ouais, c'était très différent, mais c'était super en fait, parce qu'on pouvait vraiment se reconnecter avec la vie sauvage et pas perdre du temps sur son téléphone alors qu'on est au milieu de la jungle en Bolivie, quoi. Donc voilà. Moi, je souhaitais reboucler un petit peu avec la réinsertion. Je me posais la question des vétérinaires. Quelle est la place entre les vétérinaires et les gens qui sont là pour la réinsertion? Quelles sont les passerelles entre les deux? Qui fait quoi dans la gestion des animaux? Comment on s'en occupe? Comment on les nourrit? Comment on les aide à se réapprivoiser à un état plus sauvage? Voilà. Ça fait beaucoup de questions. C'est exactement ça l'intéressant. Ouais. Oui. Alors, les vétérinaires, ils sont utiles dans tous les métiers avec les animaux. Il en faut. D'ailleurs, si vous voulez avoir facilement un métier dans la conservation, devenez vétérinaire parce qu'on en cherche tout le temps, en fait. Oui, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment faire beaucoup d'années d'études, etc. Donc, c'est beaucoup recherché. Ils sont utiles, vraiment dans tous les métiers avec les animaux. Même au milieu de la jungle, il y a toujours un vétérinaire dans chaque centre. Et ensuite, c'était quoi cette question? C'était quoi l'interaction qu'il y a entre les gens qui s'occupent de la réinsertion, justement, et les vétérinaires? Qui fait quoi? Comment... Quel est le rôle du vétérinaire par rapport à quel est le rôle de la personne qui est en réinsertion? D'ailleurs, je connais pas forcément le nom trop de la fonction, mais voilà, c'était plus ça. Le vétérinaire, du coup, il va plus s'occuper des soins ou des grosses opérations, etc. Du suivi aussi des animaux, voir s'ils sont en bonne santé. Également, quand on les récupère, les animaux, il faut faire un check-up pour voir si ils sont pas malades. Que si on introduit un individu qui est malade dans le groupe qu'on est déjà en train d'essayer de réhabiliter, ça va infecter tout le groupe, en fait, donc c'est une mauvaise idée. Du coup, il y a toujours une période de quarantaine avec les nouveaux individus, donc ils sont mis à part et on vérifie qu'ils sont en bonne santé, etc. Pour aussi, ça permet aussi qu'ils s'habituent à leur nouvel environnement, etc. Ensuite, on va essayer de les mettre en contact avec les autres individus, et ça va plutôt être le rôle des autres personnes qui travaillent dans la réhabilitation. Donc ils vont essayer d'encourager les primates à aller dans les arbres si ce sont des espèces arboricoles. Ils vont essayer de leur apprendre quel genre de nourriture ils peuvent consommer dans la jungle. Il y a aussi des fois des entraînements anti-prédateurs qui sont faits. Donc par exemple, pour leur apprendre à avoir peur des serpents, on peut arriver avec un serpent en plastique et essayer de leur montrer qu'il faut avoir peur du serpent, en fait. Parce que les singes, vu qu'ils vont travailler, ils vont être tous les jours avec les mêmes personnes, ils vont leur faire confiance et ils vont apprendre en nous regardant, quoi. Donc si nous, on montre qu'on a peur du serpent, ils vont se dire que c'est peut-être un prédateur. Ce genre de choses-là. Et puis essayer si on a déjà des individus qui ont passé un peu de temps dans la nature avant d'être arrachés à la nature, on va essayer de se servir de leurs connaissances déjà, donc en mettant les plus petits en contact avec les plus vieux du groupe pour qu'ils se transmettent les connaissances. Tu as ressenti vraiment une connexion, tu es resté 3 mois, du coup à la fin tu avais des amis primates, quoi, quelque part. En fait oui, les animaux ils s'attachent à vous, alors c'est bien et pas bien, c'est pratique pour travailler avec eux puisque il faut établir une relation de confiance, etc. Mais il faut pas qu'ils s'attachent trop, surtout il faut limiter au maximum les interactions physiques. Le but c'est pas de câliner les singes puisque on veut les relâcher à la fin.
Donc, parce que s'ils sont trop attachés aux humains et qu'ils sont relâchés, dès qu'ils vont voir des braconniers, en fait, ils vont pas s'enfuir. Limite, ils vont aller vers les braconniers. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Du coup, le but, c'est de essayer d'éviter les contacts. Si l'animal s'approche trop, essayer de se reculer, mais sans lui faire peur ou paraître méchant, quoi. Il faut toujours paraître bienveillant pour qu'il y ait vraiment une relation de confiance. C'est important pour pouvoir travailler avec eux. Et les encourager à aller dans les arbres, à interagir entre eux aussi, c'est très important. Surtout qu'il y a certains individus qui ils n'ont jamais rencontré d'autres individus de la même espèce, vu qu'ils ont été arrachés à la vie sauvage quand ils étaient vraiment tout petits. Et ça peut arriver que quand ils arrivent dans le groupe, ils aient peur en fait de leurs congénères. Et donc ça, il faut essayer de travailler là-dessus pour qu'ils puissent vraiment être bien intégrés dans le groupe, etc. Je me demandais le centre, la surface en gros dédiée à par exemple un primate. Parce que comment vous faites? Enfin, il y a des grillages pour les garder en fait en quelque sorte ou... En fait, ça dépend vraiment de chaque structure, ça dépend de chaque centre. En Bolivie, par exemple, les Capucins, ils étaient en semi-liberté. Donc, il y avait une zone qui s'appelait la zone des Capucins. Et tout autour, c'était de la jungle. Et en fait, comme les soigneurs leur fournissaient de la nourriture qui couvrait à peu près la moitié de leurs besoins journaliers. Donc ça, c'était pour les encourager à trouver de la nourriture par eux-mêmes. Mais comme on leur fournissait la moitié de leurs besoins journaliers et qu'en plus, il y avait certains autres individus qui devaient rester en fait sur le secteur des Capucins, parce que eux, ils étaient plus... alors soit il y en avait un qui était assez dangereux, qui avait tendance à attaquer les gens. Donc lui, il était attaché, en fait. Il avait un système de cordes qui lui permettait d'aller dans les arbres, etc., mais sans être en liberté, en fait. Donc ça lui évitait d'être dans une cage ou dans un enclos. Comme ça, il pouvait avoir des interactions avec les autres Capucins s'ils venaient le voir. Mais il pouvait pas sauter sur les gens pour les attaquer. Il y avait un autre Capucin aussi qui, lui, était beaucoup trop attaché aux humains, par contre. Et donc, s'il était laissé en liberté, il allait juste câliner les gens tout le temps, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Donc, lui, il avait le même système, un système de cordes. Alors, il y a 2 cordes qui sont accrochées entre des arbres. Enfin, une corde, pardon, accrochée entre 2 arbres. Et lui, il a une corde accrochée... il a une sorte de ceinture et on accroche la corde à la corde qui est déjà tendue entre les arbres. C'est un peu compliqué à expliquer. Et comme ça, il peut. Ok. Et comme ça, il peut se déplacer dans les arbres et avoir des interactions avec les autres individus. Okay. Donc ça dépend du centre. Il y a des centres qui utilisent des grands enclos où il y a une parcelle de jungle en fait dans l'enclos. Et là, Onca, en Bolivie, c'était semi-liberté et ils revenaient parce qu'il y avait des individus qui devaient rester sur le secteur et qu'en plus on leur fournissait de la nourriture. Ah non, c'est bon. Mais je pense qu'il est l'heure de faire une pause musicale. Merci beaucoup, Camille. Et puis on parlera du Pérou après, du coup, oui. Avec plaisir. Et on va écouter Baker Mats avec Bayana.
Et de retour dans Sortez. Charlie, je crois savoir que tu avais une question pour notre invité. Oui, tout à fait. Oui, Jamy. N'est-il pas? En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui est le plus dur en fait finalement personnellement dans le fait de gérer des animaux comme ça, de partir aussi loin. Donc que ce soit le contact avec les animaux et puis aussi la perte de contact avec ses repères. Voilà, c'est quoi les difficultés? Alors, déjà, on part loin de sa famille. Donc, quand on est proche de sa famille, ce qui est mon cas, ça peut être un peu compliqué. Après, moi, comme c'est mon rêve, c'est plutôt compliqué pour ma famille, justement. Parce que moi, c'est ce que j'aime, donc ça c'est compensé. Mais eux, ils sont juste tristes parce que je pars. Surtout que ça peut être assez effrayant de voir que quelqu'un d'aussi jeune part dans des endroits aussi reculés, quoi. Surtout quand il n'y a pas de connexion Internet ni téléphonique. Sinon, ça peut être compliqué parce que c'est des endroits qui sont assez isolés. Donc on vit en sorte de communauté en fait avec les gens du centre. Donc que ce soit les gens qui sont là de façon permanente ou les volontaires qui viennent. Il faut être capable de vivre en communauté et parfois il y a aussi des zones où il y a moins de gens et du coup on est peu de gens perdus au milieu de la jungle et donc il faut aussi supporter la solitude. Donc en fait il faut vraiment savoir s'adapter et après ça dépend quelle relation vous avez avec le confort. Moi je sais que ça me manque pas spécialement, enfin je peux dormir sur un matelas en paille avec une migale dans mon dortoir, ça me gêne pas, mais il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de confort. Et moi j'ai peur des araignées. Ah bah là c'est mort. Ah oui, là, Moi c'est les serpents. C'est la tuile. Et là, Mais c'est trop bien les serpents, les araignées, vous êtes nuls. Genre les migales, mais ça devait être trop bien. Ouais. Ouh, trop bien des migales. Mais elles sont trop mignonnes, elles sont toutes poilues avec leurs petites pattes là. C'est trop chou. Oui, tous les trucs poilus sont pas forcément mignons. N'est-ce pas Maïtika? Non. Ok, Broomer. Non, et du coup, par rapport au contact avec les singes, parce que là, du coup, on a évoqué la partie confort. Ah oui, alors, du coup, ça peut être dangereux, parce que les primates sont quand même des espèces, donc comme j'ai dit, plutôt qui peuvent devenir agressives avec la maturité sexuelle, etc. Surtout quand les animaux ont été en contact avec les humains ou élevés par des humains quand ils ont été malheureusement gardés en tant qu'animaux de compagnie. Ils n'ont plus peur des humains, ce qui fait qu'ils peuvent devenir dangereux et agressifs puisqu'ils n'ont pas peur d'attaquer certains humains. Avec notamment par exemple le capucin dont j'ai parlé qui pouvait pas être en semi-liberté dans la zone puisque sinon il avait tendance à attaquer les volontaires. Donc ça peut être assez dangereux. Après... les capucins sont des espèces. C'est une espèce, qui. Ce sont des espèces, puisqu'il y a plusieurs espèces de capucins, qui sont relativement petites, mais ils ont tendance à attaquer en groupe, donc ça peut devenir dangereux quand même, sachant que les mâles adultes peuvent avoir des canines qui sont quand même assez imposantes. Mais c'est plus quand on va travailler avec des plus grosses espèces de primates, par exemple les chimpanzés, etc. En général, il y a moins de contact, qu'on le veuille ou non, c'est trop dangereux, il faut faire attention. Donc en général, c'est à travers les grilles de l'enclos, etc. Il y a moins de contact, surtout quand les animaux deviennent de plus en plus adultes, quoi. D'accord. Donc voilà les risques et, et les galères. Ok. Et dans un centre comme ça, est-ce que tu aurais des chiffres à nous communiquer sur... combien de primates sont soignés, en quelque sorte, par an dans celui où tu es allé en Bolivie? Alors, il n'y a pas chiffres par an, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'état du trafic, ou bien du nombre d'individus que le centre aussi peut récupérer. Il y a beaucoup de centres de réhabilitation qui arrivent à capacité, en fait, parce que c'est tellement fréquent, les primates qui sont gardés en tant qu'animaux de compagnie, qu'il y a beaucoup de centres qui ne peuvent plus accueillir de nouveaux individus, surtout que ce genre d'association fonctionne avec les dons en général et aussi ils reçoivent des financements de la part de certaines organisations environnementales ou de certains zoos, mais en général ils galèrent un peu au niveau financier. Du coup, ils arrivent très souvent à capacité. Donc je peux pas donner de chiffres, j'en sais rien du tout. Et à l'année, c'est pas possible puisque la réhabilitation prend en général plusieurs années en fait. Après, ça dépend de l'espèce, mais pour les chimpanzés, par exemple, ça peut prendre 10 ans, voire
voire plus en fait. Parce que ce sont des espèces qui vivent très longtemps. Les chimpanzés, ils peuvent vivre 50, 60, voire même 70 ans. Des âges comme ça. Les capucins, ils vivent plus 20 ans à peu près. Mais ça reste assez long comme espérance de vie. Du coup, quand ils sont jeunes, en fait, normalement dans la nature, ils restent plusieurs années avec leurs parents avant de partir rejoindre un autre groupe. Donc c'est assez long comme processus. D'accord. Et est-ce que vous les suivez quand ils sont retournés dans la nature, peut-être pour voir comment ils vont, tout ça? Mais alors justement, c'est essentiel de faire ça. Le problème, c'est que ça demande de l'argent, parce que souvent, il faut payer des gens pour le faire. En plus, le mieux, c'est d'avoir des colliers GPS qu'on peut placer sur certains individus du groupe pour pouvoir les suivre, surtout quand ils sont relâchés dans des zones de jungle où il n'y a pas forcément de sentier. C'est un peu compliqué pour les suivre. Et du coup, les colliers GPS, c'est assez pratique, mais c'est très cher. On peut aussi placer des caméras trappes. Donc, c'est des caméras qu'on va accrocher sur les arbres. Et quand il va y avoir un mouvement, ça va prendre une photo ou une vidéo. Donc ça peut permettre déjà, avant de relâcher les individus, d'étudier la zone où on peut les relâcher pour voir quel genre de prédateur il y a. Ou si la zone est déjà occupée par la même espèce, par exemple, parce que si ça fait déjà partie du territoire d'un groupe de la même espèce, on va pas pouvoir relâcher à cet endroit-là. Sinon, ça va juste créer des conflits, donc c'est pas une bonne idée. Du coup, suivre les individus une fois qu'ils ont été relâchés, c'est très important pour évaluer le processus de réhabilitation. Est-ce que la réhabilitation qu'on fait et qu'on passe des années à faire, elle est utile et elle est efficace ou pas? Sinon, ça rime à rien, quoi. Mais c'est très compliqué, au niveau du financement, du temps, du personnel qu'il faut pour ça, quoi. Et puis, il faut aussi des autorisations, parce que si on a l'autorisation de relâcher des individus dans une zone protégée, on n'a peut-être pas l'autorisation de les suivre pendant X temps, parce qu'en général, pour pouvoir évaluer le succès d'un relâché, il faut que ça dure au moins plus de 6 mois, le suivi des individus. Parce que le mieux, c'est de voir si il y a eu de la reproduction dans le groupe, et si les descendants des individus qui ont été relâchés se sont eux-mêmes reproduits et ont survécu. Donc ça témoigne d'un relâché qui a fonctionné, quoi. Donc c'est assez compliqué, mais pourtant c'est vraiment très important. Et dans le cas quand vous relâchez un groupe, il n'y a pas de problème de consanguinité qui se crée si le groupe reste fermé et se rejoint pas un autre groupe de primates? Alors, il y a peu de problèmes de consanguinité, puisque les individus du groupe viennent en général jamais de la même famille à la base, puisqu'ils viennent de confiscation, de gens qui les gardent en tant qu'animaux de compagnie, ou d'individus trouvés sur le marché, par exemple. Donc déjà, tous les individus du groupe viennent pas de la même famille, donc déjà ça évite les problèmes de consanguinité. Et ensuite, après le relâcher, certains individus peuvent quitter le groupe. Enfin, en fait, ça dépend, c'est très variable. Comme c'est des animaux qui plus est sauvages, on peut rien prédire. Donc des fois, il y a le groupe qui se casse, ou bien des fois, il y a certains individus qui vont partir avec un autre groupe ou qui vont se séparer du groupe. Et après, si on les a bien réhabilités, en fait, en général, chez les primates qui vivent en groupe, c'est soit les femelles, soit les mâles qui quittent le groupe au bout d'un moment quand ils deviennent adultes pour en rejoindre un autre et du coup éviter la consanguinité dans la nature. Normalement, il se passe la même chose en fait quand on les relâche, si on les a relâchés avant qu'ils deviennent adultes. Mais en général, vu qu'aucun vient du même endroit, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux nous parler de ton voyage au Pérou? Tu pars dans 4 jours, en gros, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, je pars mardi prochain. Alors, comment ça s'est passé un petit peu le fait de partir aussi, c'est que tu as pu avoir des aides ou des choses comme ça, ou tu fais ça comme ça? Alors, c'est parce que j'ai été embauchée par le centre. Ok. Donc, j'avais vu une offre d'emploi après mon master, donc j'ai postulé. Et à la base, je postulais pour un poste de coordinatrice pour encadrer les stagiaires et les volontaires qui viennent au centre. Et en fait, j'avais pas assez d'expérience au niveau de l'encadrement, mais par contre, ils ont beaucoup aimé mon profil et ma personnalité.
Et puis le fait que j'ai fait un master dans la conservation des primates, donc qui est très spécifique, ça a aidé aussi. J'ai aussi reçu un prix à la fin de mon master et ça a aussi joué un rôle dans le fait qu'ils aient voulu me proposer un poste. Et ils cherchaient quelqu'un pour être en charge de la réhabilitation des primates. Donc ils avaient prévu des entretiens avec des gens. Mais ils ont voulu me proposer à moi en premier si je voulais ce poste-là à la place du poste de coordinatrice des volontaires et des stagiaires. Et du coup, j'ai dit oui parce que c'est exactement ce que j'aime faire. C'est même mieux que le poste de base pour lequel j'avais postulé. Donc c'est vraiment génial. Et je vais aussi être en charge de la communication du centre sur les réseaux sociaux. Puisque moi, de mon côté, j'ai des réseaux sociaux sur lesquels je poste beaucoup d'informations sur ce que je fais pendant mes projets autour du monde, etc. Donc ils ont aimé ce truc-là aussi et donc ils veulent que je fasse leur communication aussi. Trop bien. Et là, c'est 6 mois. Ouais, c'est 6 mois du coup. Ok. Puis félicitations aussi pour le prix pendant le Merci. master. Le prix Alison Joly. Ouais, c'est ça, exactement. Tu peux nous en parler un petit peu, peut-être? Alors c'est un prix qui est remis par les professeurs du master. Donc tous les ans, ils choisissent un élève de la promo et ça récompense l'élève qui a eu qui a apporté la plus grande contribution à la conservation des primates pendant l'année. Et c'est aussi l'élève qui, d'après eux, va avoir un impact sur la conservation en général et la conservation des primates. Donc c'est très gratifiant de recevoir un prix, surtout venant de ces professeurs-là, parce que quand on quand on devait écrire des articles, par exemple, pour rendre des devoirs, etc., on devait lire beaucoup d'articles scientifiques pour avoir des références, etc. Et donc, ces articles-là, ils étaient souvent soit écrits par nos professeurs, soit les auteurs de l'article citaient les articles de nos professeurs. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont très reconnus dans le milieu. Donc, c'est très gratifiant de recevoir un prix de leur part. Et puis, ça aide aussi quand on postule à des postes, donc c'est génial. Et donc j'ai reçu ce prix pour notamment mon engagement sur les réseaux sociaux. Ça a joué un très grand rôle, et puis pour mon projet en Bolivie aussi. Très bien. Alors justement, parlons-en peut-être de ces réseaux. Où est-ce qu'on peut te voir, te trouver, être au courant de ton actualité? Alors j'ai une page Facebook, une page Instagram et une chaîne YouTube. Tout a le même nom. J'ai aussi un site internet, tout a le même nom, ça s'appelle Primate Odyssée. Donc Primate sans S, et Odyssée c'est le mot anglais, donc c'est O-D-Y-2-S-E-Y. Donc vous me trouverez avec ce nom-là partout. Et sur Facebook et Instagram, je poste donc des photos ou des petites vidéos sur ce que je fais ou ce que j'apprends quand je suis dans la jungle ou en stage, etc. Donc je vais continuer à faire ça une fois que je serai au Pérou. J'essaierai de poster le plus régulièrement possible, et je vais aussi essayer de faire des petites vidéos sur YouTube, donc ce qu'on appelle des vlogs. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des vidéos où on raconte un peu sa vie. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble la vie dans la jungle, avec par exemple une migale dans le dortoir. Et, et puis à quoi ça ressemble de travailler avec les primates au milieu de la jungle, quoi. Trop bien. Trop bien. Eh bien, Camille, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite toute la réussite pour la suite. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Merci à toi.